Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'actualité s'est mise aujourd'hui au rythme de ce long week-end à l'humeur déjà estivale. Et l'information principale de ce soir relève à nouveau du chapitre social puisqu'on connaît maintenant le détail des mesures d'aide au retour pour les travailleurs immigrés. Des mesures qui concernent uniquement, il faut le rappeler, ceux qui sont volontaires pour retourner dans leur pays. Une précision supplémentaire dans le décret publié ce matin au journal officiel, seuls les travailleurs étrangers licenciés économiques pourront en bénéficier. Reste maintenant à savoir combien d'immigrés souhaitent repartir dans ces conditions. Le phénomène risque en effet de demeurer marginal, puisque si l'on en croit un sondage réalisé chez Citroën, 5% seulement des travailleurs immigrés de cette entreprise sont prêts à retourner chez eux avec une prime. Le détail des mesures maintenant avec Corinne Pertuis. 3 sources de financement pour cette aide au retour. L'aide de l'État, environ 30 000 francs, l'aide de l'entreprise, l'aide de l'UNEDIC, c'est-à-dire les indemnités chômage que le travailleur immigré aurait touchées s'il était resté en France. Le montant cumulé de ces aides ira de 70 000 à 100 000 francs, suivant la situation familiale et l'ancienneté de l'entreprise. Les conditions pour en bénéficier, être privé involontairement de son travail, partir avec sa famille, c'est-à-dire son conjoint et ses enfants mineurs, et surtout être volontaire. Le dispositif, pour plus précis qu'il soit maintenant, risque de ne pas rencontrer de succès. Et c'est vrai, quand tout le monde parle du retour, c'est une évidence, mais on réveille le fantasme des gens. Chaque immigré porte en lui l'idée de retour, mais c'est lent, compte tenu des problèmes de famille, de scolarité, etc. Les gens sont plutôt liés. Voilà, mais le retour, bon, ça touche une petite minorité, et je pense même une extrême minorité, ça va se préciser. Et je crois qu'on ferait mieux plutôt de parler d'autre chose que du retour en ce moment. Parce que ce qui est évident, c'est comme si les gars, ils ont l'impression que c'est de la marchandise. Ça veut dire on vous donne 80 000 ou on vous donne 60 000 et puis vous retournez, alors qu'eux, dans leur esprit, ils ont acquis des droits ici. Pour moi, question de volontariat ou pas volontariat, c'est pas ça. Il faut voir ce qu'il y a après. C'est ça le plus intéressant. Qu'est-ce qu'il y a dans le pays d'origine? Voilà, c'est ça le plus intéressant. Comment qu'on va vivre, comment qu'on va être accueilli, comment les enfants vont être adaptés. C'est ça ce que je veux dire. C'est pas une question de 80 000 ou 100 000 francs? Non, ça n'a rien à voir. C'est pas question d'argent. C'est une question d'accueil du pays d'origine, disent les immigrés. Un pays rendu de plus en plus lointain par 10, 15, 20 ans de séjour en France. Est-ce que vraiment le Maroc, l'Algérie, le Mali verront d'un bon œil revenir ces travailleurs étrangers dans leur propre pays? Les immigrés en doutent. Et puis les raisons pour lesquelles ils sont venus en France restent toujours valables. Ils ne pourraient repartir éventuellement que s'ils étaient assurés de retrouver un travail chez eux. C'est-à-dire que leur pays se développe et qu'on puisse leur faire une place en tant que travailleurs chez eux. Alors ils sont partis justement parce qu'ils n'avaient pas cette place. Et la place qu'ils ont trouvée en France, maintenant on veut la leur retirer. Que vont devenir les enfants qui sont nés ici, qui ont été élevés ici, qui ont été scolarisés? Est-ce que vous pensez que ces enfants-là appartiennent aux sociétés d'origine, ou est-ce qu'ils appartiennent psychologiquement, par leur comportement, par ce qu'ils ont appris, à la société française? Parce qu'ils ont des enfants, et des enfants souvent français, les travailleurs immigrés repartiront en petit nombre dans leur pays. Ce ne sera de toute façon qu'un palliatif à la crise de l'emploi. Cette aide ne concerne que les licenciés économiques. Et les immigrés qui décident aujourd'hui de partir quittent des emplois condamnés que personne n'occupera plus jamais. Réunion aujourd'hui à l'hôtel Lutetia à Paris des responsables régionaux des composantes de l'UDF. L'occasion pour les représentants de la base de s'exprimer en l'absence d'un congrès national puisque celui-ci qui était prévu n'aura lieu qu'à la rentrée. Ce qui veut dire que les éventuelles modifications au sein de l'UDF ne seront abordées qu'après les élections européennes. Les élections dont les leaders de l'UDF ont ébauché aujourd'hui les grandes lignes. L'Europe socialiste, les Français n'en voudront pas. Pour les grandes raisons que les uns et les autres ont présentées, mais aussi pour la raison toute simple que les Français ont vu depuis 3 ans ce qu'était le socialisme et qu'ils ne voudront pas étendre ce socialisme à toute l'Europe. Ils auront au contraire le désir de marquer que la France doit retrouver une démarche du style des autres grandes démocraties de liberté, attachées au marché, à l'initiative, et j'ajoute le mot que les Français doivent retrouver pour se hausser au niveau des plus grands pays, la compétition.
Une nouvelle liste de l'opposition pour les européennes pourrait par ailleurs être présentée dès mercredi matin. Il s'agit d'un rassemblement de socio-professionnels conduit par Madame Gomez, PDG des établissements Waterman. Un texte de la Haute Autorité de l'audiovisuel publié dans Libération de ce matin relance certains débats déjà connus sur le fonctionnement du service public de l'audiovisuel. La Haute Autorité considère notamment que les lois de 1974 et de 1982, des lois qui créent les sociétés autonomes issues de l'ORTF, ces lois n'ont pas résolu les problèmes posés au service public dans le domaine du fonctionnement et du financement. Il faut, selon la Haute Autorité, envisager tous les procédés et toutes les réformes qui rétabliront les coordinations indispensables entre sociétés. Elle préconise par ailleurs l'établissement d'un plan de financement pluriannuel, y compris pour les ressources publicitaires, en donnant à la Haute Autorité les moyens de contrôler leur gestion. Cela semble la condition première, toujours selon elle, pour qu'elle puisse jouer son rôle de tuteur du service public. On peut remarquer à cet égard que la Haute Autorité revendique une compétence financière que la loi de 1982 ne lui a pas reconnue. Et puisque nous parlons de télévision, je me dois de vous dire que le prix pour la meilleure émission pour l'enfance a été attribué à Antenne 2, un prix qui récompense Téléchat pour les 6-12 ans et un autre pour les enfants du rock destinés aux 12-16 ans. 3 prix pour les émissions destinées aux enfants qui ont été créés sous le patronage précisément de la Haute Autorité dont il était question il y a un instant. C'est demain la journée de la déportation en France et vous pourrez suivre à cette occasion sur Antenne 2 à 18h30 un document extrêmement émouvant. Son titre, Un printemps 42. Il retrace avec un film inédit tourné à l'époque par les Allemands un procès au cours duquel les nazis jugeaient 25 hommes et 2 femmes. Un procès connu dans l'histoire de la résistance comme le procès de la maison de la chimie. 25 des accusés y étaient condamnés à mort et fusillés. Le film de ce procès avait été conservé en Allemagne de l'Est. Une équipe d'Antenne 2 est parvenue à le retrouver et à retrouver également des survivants. C'était bien ici, le 7 avril 1942, c'est-à-dire il y a 42 ans, que j'ai été amené. Le matin, on nous a réveillés. Un gardien nous a dit, dans un mauvais français, « Lavez, fait beau au tribunal ». J'ai donc appris que j'allais être jugé, ce qui en principe n'était pas une très bonne nouvelle, puisque l'issue du procès ne pouvait être que la mort. 7 jours de procès pour un enfant de 15 ans, jugé par les nazis. Les souvenirs s'estompent et puis à quoi bon raconter 42 ans après? Et soudain, sorti d'une autre mémoire, d'une boîte rouillée en Allemagne, un film oublié, celui du procès de la maison de la chimie. Tout commence dans ce tribunal militaire par un Heil Hitler. Pour les accusés, tout se terminera par un Vive la France devant un peloton d'exécution. Juges, assesseurs, publics, tous des militaires allemands. 27 accusés, la majorité d'entre eux sont communistes. Les pièces à conviction. Des armes ont été trouvées chez les Lefebvre, dans une cache, sous un lit d'enfant. Ils sont accusés d'être impliqués dans 34 sabotages, explosions ou tentatives d'assassinat. Tardif reprend le pistolet avec lequel il a ouvert le feu dans un local du Rassemblement national populaire. Madame Lefebvre. Kirchen. On l'accuse d'avoir tenté d'assassiner un soldat allemand. «
25 condamnations à mort, Kirchen, 10 ans de prison. Ils ont annoncé 25 condamnations à mort. Ils ont annoncé une condamnation à 5 ans, 5 ans, qui était celle de mon mari, dont nous n'avions pas compris ni l'un ni l'autre, mais que Simone Schloss avait très bien compris et qui a fait un petit saut sur sa chaise en lui disant « Paul, 5 ans ». Et Kirchen, 10 ans. Alors, vous savez, tous les autres sont restés calmes, puisque tout le monde s'attendait à cette chose-là. Oui, un document que vous pourrez suivre demain dans Dimanche Magazine à 18h30. À l'étranger, Ronald Reagan poursuit son voyage en Chine. Il a rencontré aujourd'hui Deng Xiaoping, le véritable chef de la Chine populaire. Une rencontre extrêmement détendue et cordiale. Philippe Rochaud. Quand le numéro 1 chinois Deng Xiaoping se permet de courtiser la première dame des États-Unis, c'est que le climat des entretiens sino-américains est bien à l'entente. Votre séjour en Chine est trop court, a dit M. Deng à Nancy Reagan, il faudra revenir sans votre mari. Mais cette conversation presque amicale n'a pas empêché M. Deng de revenir sur le problème des rapports avec la Chine non communiste, problème qu'il a qualifié de crucial. Ronald Reagan, qui a parcouru le chemin de ronde de la Grande Muraille de Chine, le seul monument au monde visible depuis la Lune, s'est vu reprocher de ne pas respecter l'engagement pris par l'Amérique de limiter ses ventes d'armes à la Chine nationaliste. Les dirigeants de Pékin ont même mis en garde les États-Unis contre toute tentative d'entraver la réunification des deux pays. Alors, pour calmer les Chinois, Reagan a promis qu'un volet militaire serait inclus à l'accord de coopération avec Pékin. À propos de ses discours sur les droits de l'homme et ses attaques contre l'Union soviétique, censurées par la presse et la télévision chinoise, Reagan a déclaré « Je ne suis pas concerné, ça arrive tout le temps et partout ». Mais malgré la censure chinoise, ses propos anti-soviétiques sont parvenus jusqu'à Moscou, qui accuse aujourd'hui le président américain de se servir de son voyage à Pékin pour attaquer l'URSS. Un ressortissant turc victime d'un attentat à Téhéran, une opération revendiquée par l'organisation arménienne La Sala. Le citoyen turc qui était à bord d'une voiture avec sa femme a été grièvement blessé à la tête et selon certaines versions, il serait même mort à l'hôpital. Selon le quotidien britannique le Times, le colonel Kadhafi aurait donné l'ordre à ses commandos installés à l'étranger de cesser toute attaque contre les opposants libyens. Ce serait l'une des conséquences de l'affaire de l'ambassade libyenne à Londres, une affaire qui a connu son épilogue hier soir lorsque les diplomates, aussi bien britanniques que libyens, ont regagné simultanément leur pays. Jean-Marc Ilouz. Enfin, Londres. Monsieur l'ambassadeur de Sa Gracieuse Majesté auprès de la République arabe libyenne est manifestement heureux de rentrer. Heureux et fier, dit-il, d'être britannique et aussi, bien entendu, d'avoir mené à bon terme sa délicate mission. Oliver Miles et 9 de ses collègues britanniques de Tripoli rejoignaient donc hier soir sans encombre leur famille, déjà de retour en Grande-Bretagne. Quant aux 30 membres de l'ambassade libyenne à Londres, du Bureau populaire libyen, eux aussi rentraient hier soir au Bercail. Assiégés pendant 10 jours dans leur ambassade par la police britannique, ils nient toujours toute responsabilité dans la fusillade qui a tué une femme policier britannique. Ils seront donc accueillis en héros de la Révolution. Double langage toujours, la radio d'État libyenne traite les Britanniques de racistes. Le ministre des Affaires étrangères libyen, lui, regrette que Londres ait choisi la rupture des relations diplomatiques. Après 10 jours de crise, une atmosphère de fin de partie entre Londres et Tripoli. La France serait en passe de souffler aux Américains le titre de premier fournisseur d'armes aux pays du Golfe. C'est ce que prétend le Washington Post, qui rappelle que les États-Unis et la France se livrent une véritable lutte d'influence dans la région pour y vendre des équipements militaires. Les explications de Paul Naon. La France est en train de réaliser une percée tout à fait spectaculaire dans les pays du Golfe Persique. Selon les Américains eux-mêmes, la France a désormais une part de près de 50% du marché des armements dans cette région à haut risque. Pour bien comprendre cette nouvelle situation, il faut savoir que les États-Unis possédaient un quasi-monopole et jusqu'en 1983, quand Washington vendait pour 3 francs de matériel, la France, elle, n'en vendait que pour 1 franc. Aujourd'hui, c'est moitié-moitié. Il y a 2 raisons à cette progression, 2 raisons principales. D'abord, la qualité des armements livrés à ces pays depuis plusieurs années.
Les avions Mirage, les super-étendards, les chars AMX et 30, les hélicoptères, les missiles en tout genre, Exocet, Crotale, sans oublier les systèmes électroniques de défense installés dans certains pays. L'Arabie Saoudite a signé avec la France 2 contrats sans précédent et l'Irak constitue une part importante dans ce marché. Bientôt le Koweït, le Qatar, Bahreïn et Abu Dhabi recevront encore plus d'armes made in France. La deuxième raison de cette progression est politique, évidemment. Les Américains ont enregistré une série d'échecs au Proche-Orient, le Liban, la Syrie, et les États du Golfe voient désormais en la France un partenaire plus crédible et surtout plus sérieux. On est loin des déclarations sur la moralisation du commerce des armes d'avant le 10 mai 81. La France socialiste est restée un excellent marchand, réalisme oblige, avec sa 3e place à l'exportation dans le monde. Après les États-Unis et l'URSS, le gouvernement maintient aussi la vitalité d'un secteur qui représente plus de 300 000 emplois. Alors que l'on attend toujours la formation du gouvernement libanais, la situation s'est brutalement tendue à Beyrouth et dans la montagne, en dépit d'une trêve décrétée mercredi dernier. Aujourd'hui, le passage du musée, qui est le seul lien entre l'Est et l'Ouest de la capitale, ce passage a dû être fermé en raison des combats. Et puis en Israël, un vaste coup de filet vient d'être mené par la police et l'armée contre des terroristes anti-arabes. C'est une des conséquences de la découverte hier de 6 autobus piégés qui avaient pu heureusement être désamorcés. Les premiers détails de cette opération avec notre correspondant Didier Eppelbaum. Les forces de sécurité israéliennes sont enfin sur la piste du terrorisme anti-arabe qui frappe depuis quelques années dans les territoires occupés. On se souvient entre autres du dynamitage des voitures de 4 maires palestiniens ou du mitraillage de l'université islamique d'Hébron. Hier matin, 18 bombes à retardement ont été découvertes dans 6 autobus de la Jérusalem arabe. Elles auraient certainement fait des dizaines de victimes si elles n'avaient pas été neutralisées. Les forces de sécurité israéliennes ont immédiatement lancé une vaste opération d'arrestation et de perquisition dans les implantations juives de Cisjordanie et du Golan. Récemment, la police israélienne avait arrêté des groupuscules d'illuminés. Cette fois, parmi les nombreux suspects arrêtés, il y a des militants du mouvement religieux annexionniste. C'est donc une affaire beaucoup plus sérieuse. Fait divers avec d'abord un forcené qui a tué sa femme et un gendarme avant d'en blesser un autre. Cela se passait près de Draguignan dans le Var. L'homme s'est rendu ce matin après 10 heures de siège. Et puis, très vive émotion dans le quartier du Marais à Paris après une opération de police au cours de laquelle un jeune homme de 26 ans a été blessé d'un coup de feu par un inspecteur. Pour la police, il s'agit d'une affaire banale. Elle était à la recherche d'un truand qui se serait réfugié dans le quartier. Pour la communauté juive de ce quartier où se trouve la rue des Rosiers et le restaurant Goldenberg qui avait été la cible d'un attentat en août 82, les habitants du quartier accusent quant à eux donc la police d'antisémitisme. On l'appelait déjà la merveille de l'Occident. Le Mont Saint-Michel fera désormais partie du patrimoine mondial, culturel et naturel de l'UNESCO. La cérémonie se déroulait aujourd'hui sous un ciel d'azur et tout juste un an après la décision d'entreprendre les travaux de désensablement de l'un des plus beaux monuments et l'un des plus beaux sites naturels français. Isabelle Bechler. L'abbaye du Mont-Saint-Michel était fermée aux touristes ce matin pour cause de visite ministérielle. Image traditionnelle d'inauguration, M. Mbo, le directeur général de l'UNESCO, a concrétisé l'inscription du site au patrimoine culturel et naturel mondial. Car la baie du Mont-Saint-Michel a une tendance inexorable à s'ensabler. Depuis un an, la première tranche des travaux de désensablement a commencé, un travail gigantesque estimé à 100 millions de francs. Nous voulons aujourd'hui, et je crois qu'on ne paye jamais assez cher pour conserver des éléments aussi merveilleux du patrimoine mondial, c'est de ralentir le phénomène d'ensablement du Mont Saint-Michel. Le Mont Saint-Michel ne serait pas ce qu'il est sans les marais, sans la mer, de façon à ce que d'ici 10 ans, 20 ans, 30 ans, on puisse trouver des méthodes qui désensablent définitivement le Mont Saint-Michel. Le village et le monument lui-même sont un chantier permanent. Restauration, travaux destinés à augmenter la sécurité du million de visiteurs annuels, à améliorer leur accueil. En période d'affluence, on a institué la journée continue pour les visites et même une garderie pour les enfants. Sur le plan culturel, du neuf aussi, pour exploiter au mieux les qualités pédagogiques du monument. Le Mont Saint-Michel devient le centre de plusieurs grandes expériences pour le patrimoine. D'abord, nous y organisons dès l'année prochaine ce que nous appelons des classes du patrimoine.
de même qu'il y a des classes de neige. Des enfants viendront ici en hiver, passer plusieurs semaines, découvrir, jouer avec le monument sous la conduite de spécialistes. Un exemple à suivre peut-être pour les touristes adultes, car le Mont-Saint-Michel a au moins autant de charme l'hiver qu'en plein été. Il y avait un tiercé aujourd'hui à Évry, combinaison gagnante, le 2, le 7 et le 10, ou encore le 2, le 10 et le 7, la traditionnelle photo, n'ayant pu départager le 2e et le 3e. Les rapports dans l'ordre ou dans les deux ordres, 663 francs 50 pour 5 francs et 310 francs 50 dans un ordre différent, toujours pour 5 francs. Quant au prochain tiercé, il se court demain à Longchamp. Pierrette Brest nous livre maintenant ses secrets. Le tiercé de demain qui se court dans le prix de la Reine Marguerite est en quelque sorte une répétition, plutôt une revanche du prix de Plaisance, le tiercé du 1er avril. Premier tiercé gagné par une femme, Larry Boudboul, en selle sur Abdonski. D'ailleurs, nous retrouverons Abdonski demain dans le tiercé, ainsi que plusieurs de ses adversaires, comme par exemple Siegfried ou encore Balloa. Bref, des chevaux âgés de 4 ans et plus, qui ont l'habitude de s'affronter dans ce style de course à handicap, et que nous connaissons bien pour les avoir joués déjà plusieurs fois. Alors c'est une course qui se déroule sur 2400 mètres et qui risque de créer quelques surprises, car contrairement au 1er avril, eh bien cette fois-ci le terrain sera beaucoup plus léger plutôt et devrait avantager certains concurrents. Toutefois, je vous conseille tout de même de faire confiance encore une fois aux valeurs sûres que je vous conseille maintenant dans mon pronostic, avec en tête Siegfried, suivi de Balloa, Godefroy, Cave des Rois, Octavio, Abdonski, La Castelle, Nature et Duc du Bourg. Ces chevaux porteront les numéros 14, 16, 9, 4, 8, 2, 17 et 6. Il y aura 2 Ferrari demain sur la ligne de départ du Grand Prix de Belgique. Les voitures rouges ont obtenu les meilleurs résultats à la 2e séance d'essai. Michele Alboreto a pulvérisé les records du circuit, suivi de René Arnoux. Alain Prost ne sera lui que sur la 4e ligne, ce qui n'est pas la meilleure place, mais il demeure néanmoins optimiste. Henri Bodiguel. Les 2 Ferrari de Michele Alboreto et René Arnoux ont réalisé cet après-midi des temps canons qui leur permettront d'occuper demain la première ligne sur la grille de départ. Les Ferrari précèdent la Williams Honda de Keke Rosberg et la Renault de Derek Warwick qui n'a pratiquement pas amélioré son temps d'hier après-midi. Alain Prost n'a pas non plus amélioré et du coup il partira seulement en 4e ligne. La performance des Ferrari est une heureuse surprise dans la mesure où leurs résultats n'ont guère été convaincants jusqu'à présent. Mais il importe aussi de se méfier des temps réalisés aux essais. Avec les turbos de qualification, la puissance des moteurs passe facilement de 650 à 900 chevaux et on parle même de 1000 chevaux pour les Honda. Seulement, cette puissance est tout à fait incompatible avec la limitation à 220 litres de la consommation d'essence. Du coup, les essais ne reflètent que très imparfaitement les possibilités des voitures pendant la course. Il est du reste beaucoup plus avantageux pour une équipe de travailler sur l'équilibre de ses voitures que consacrer du temps à des performances illusoires. C'est peut-être ce qui explique l'actuelle suprématie de l'équipe McLaren et la sérénité de ses pilotes, notamment celle d'Alain Prost, l'actuel leader du championnat du monde. On fait des essais peut-être beaucoup plus sérieux que les autres en ce qui concerne la consommation avant la course. C'est-à-dire vendredi et le samedi, on ne s'occupe pas simplement de la pole position, on ne la recherche pas systématiquement et on fait surtout des essais avec le plein d'essence ou avec le réservoir à moitié pour pouvoir bien calculer notre consommation. Et c'est pour ça que on fait confiance aussi aux techniciens de chez Porsche et de chez Bosch en ce qui concerne l'électronique. Et c'est pour ça qu'on n'est pas aussi soucieux de cette consommation que les autres écuries. Et nous, on reste toujours avec la même configuration de moteur et on essaie de se qualifier avec le même moteur avec lequel on fera la course au lendemain. Alors depuis le début de la saison, 2 fois déjà, vous avez fait jeu tout à fait égal avec Niki Lauda. Est-ce que vous en avez ressenti une satisfaction particulière? Non, de toute façon, j'estime avoir fait le travail que je devais faire. J'ai gagné la première course, j'aurais certainement dû gagner la deuxième si j'avais pas eu ce problème au départ avec ma voiture de course. Mais le résultat est là, il est positif, 15 points en 2 courses, c'est absolument exceptionnel. Et je n'essaye pas de me comparer à Niki Lauda. En ce qui me concerne, j'essaye d'être le meilleur, donc être champion du monde. Et pour ça, il faudra être de toute façon non seulement devant Niki Lauda, mais devant aussi 25 autres pilotes. En rugby, 8e de finale retour du championnat de France à Biarritz. Bayonne a battu Dax 24 à 22, mais c'est pourtant Dax qui est qualifié pour le prochain tour.
Le premier mile de Paris a été disputé cet après-midi sur l'avenue Foch. Pour cette épreuve destinée à favoriser la connaissance du sport, le Britannique Steve Ovett, recordman du monde du 1500 mètres, et l'ancien recordman, l'Américain Sidney Murray, ces deux athlètes avaient fait le déplacement. C'est Steve Ovett qui l'a emporté devant deux Espagnols, González et Abascal. Le Français Thiebaud est quatrième. Voilà l'arrivée de Steve Ovett qui a donc remporté cette épreuve. La première manche du trophée des multicoques se courait aujourd'hui à la Trinité-sur-Mer. Il y faisait aussi beau qu'au Mont-Saint-Michel. Et c'était un peu la répétition pour les Formule 1 de la mer avant la prochaine transat en solitaire. Henri Bodiguel. Soleil de plomb et bonne brise pour une compétition originale puisque tous les bateaux possèdent au moins 2, sinon 3 coques. Course originale aussi dans la mesure où le parcours des évolutions reste constamment visible depuis la côte. Mais surtout une course importante dans la mesure où elle se situe quelques semaines seulement avant le départ de la Transat anglaise, et c'est l'occasion ou jamais de s'étalonner par rapport à la concurrence. La première régate disputée aujourd'hui a d'abord permis de découvrir le Crédit Agricole 2, le nouveau bateau de Philippe Gentot, vainqueur l'an dernier de la course autour du monde. Le voici, ce nouveau bateau de Philippe Gentot. Beau temps et bonne brise, pas tout à fait quand même, ce que les marins appellent un temps de curée, et ce trimaran jaune finira le mât en dessous à cause d'un choc avec un bateau suiveur. François Boucher sera lui aussi victime d'une collision alors qu'il était en tête de la régate disputée cet après-midi. Les problèmes ont d'ailleurs été nombreux et concernent notamment Marc Pajot et Philippe Gentot. Difficultés avec les voiles pour eux, problème de mât pour Région Picardie, ennui de safran pour Paul Ricard, et ennui de coque pour VSD, on l'a vu tout à l'heure. Bref, des incidents souvent mineurs, mais qui tombent bien finalement, dans la mesure où ils se produisent avant le départ de la Transat. Spectacle superbe, mais la fortune de mer aura souri aujourd'hui à Kermarine de Vincent Lévy qui précède l'Humu Pro Jardin d'Yvon Fauconnier. La météo maintenant avec Alain Gillot-Pétré qui a été très intéressé par le temps de curé. Ah oui, quelle panade. Cela dit, comme le disait Brel, le temps s'y mobilise, toujours un puissant anticyclone au-dessus de nos têtes que vous allez voir sur l'animation satellitaire de la météo nationale. Il est toujours là, cet anticyclone. Il y a ces nuages qui arrivent, comme vous le voyez, par le nord-est, mais ils ne sont pas très actifs. On reprend au départ pour regarder maintenant ces nuages qui viennent d'Espagne. Ça vous paraît impressionnant, cette masse nuageuse, mais ce sont surtout des nuages d'altitude. Ils ne sont pas méchants, il y a simplement peut-être un peu d'orage ce soir sur les Pyrénées. Pour demain, ils glisseront lentement vers la Méditerranée. Quant à ceux-ci, eh bien ceux-ci, on ne les verra pas. Ils vont faire le tour de l'anticyclone. Ça nous donne toujours une carte assez jolie pour demain, avec beaucoup de soleil encore. Des nuages passagers sur le nord-est. Au pire, il y aura 3 gouttes de pluie. 4 gouttes, mais c'est mon dernier prix. Sur le sud, davantage de nuages, mais des nuages d'altitude ou de l'étage moyen, très peu d'étages inférieurs, donc notamment des cumulonimbus qui occupent tous les étages et qui donnent des orages seulement le soir, très isolés sur les Pyrénées, éventuellement la Corse, des nuages qui iront de l'Aquitaine au Languedoc-Roussillon à la Corse et par débordement sur les autres côtes méditerranéennes. Mais partout ailleurs, bien que le baromètre soit en baisse, c'est toujours du grand soleil. Côté température, une petite nouveauté. Gelée blanche, eh oui, un peu d'air frais nous arrive par l'est et les températures sont globalement en baisse et donc il faut s'attendre à -1, -2 degrés sur le nord du Massif central, mais surtout le nord-est, produisant donc des gelées blanches le matin. Et l'après-midi, de 14 à 20 degrés sur la moitié nord et de 18 à 25 degrés sur la moitié sud, 25 degrés à Perpignan, à Marseille et à Nîmes, mais 23 à 24 au sud-ouest. Ça reste de toute façon au-dessus des normes saisonnières et c'est tant mieux. Il nous faudra un peu de pluie pour les agriculteurs tout de même. Demain, 29 avril, dimanche, 3 minutes de soleil en plus, levé 6h33, couché 21h03, c'est évidemment la journée du souvenir des déportés, c'est aussi la fête de Sainte Catherine de Sienne, qui est la patronne de l'Italie, ce qui nous permet de saluer nos téléspectateurs italiens qui nous regardent nombreux le soir à 20h, et vous aussi Bernard. Eh bien ce soir ils verront à 23h20 Jacques Segui qui présentera le dernier journal. Vous retrouverez Noël Mamère demain à 12h45 et puis vous avez rendez-vous à 18h, je dis bien 18h et non pas 18h30 comme je l'ai dit par erreur tout à l'heure. Vous avez rendez-vous à 18h avec Dimanche Magazine. Il me reste à vous souhaiter une très bonne soirée sur Antenne 2. À demain 20h, bonsoir.